Bonsoir et bienvenue dans le vrai monde. Honnêtement, vous en connaissez beaucoup, vous, des acteurs qui sont aussi crédibles dans une pièce aride de Harold Pinter ou à l'aise pour Disney Channel pour un public de 5-10 ans. Vous en connaissez beaucoup, vous, des acteurs qui sont devenus mondialement célèbres pour un film qui n'est jamais sorti. Vous en connaissez beaucoup des acteurs qui disent qu'ils préfèrent rester célibataires par altruisme, pour ne pas déranger les autres avec leurs propres problèmes. Et vous en connaissez beaucoup, vous, des acteurs qui est mort à l'écran devant son propre fils en disant à son fils « Ben voilà, maintenant c'est fait ». Si vous ne trouvez pas qui c'est, nous avons la réponse. Bonjour Jean-Philippe Guérand. Bonjour Pierre. Comment allez-vous ? Très bien. Vous êtes journaliste au film français, à l'avant-scène cinéma. Vous avez publié plusieurs livres sur des personnalités comme Woody Allen, Jacques Tati ou Bernard Blier. Et vous animez aussi le blog Persona Grata. Et vous avez écrit ce livre exceptionnel sur Jean Rochefort. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il fait partie de ces acteurs, de ces personnalités qui ont traversé leur époque, qui ont été très populaires, dont on avait l'impression qu'ils faisaient partie un peu de notre famille, et tout au moins de notre histoire, parce toutes les générations ont grandi en voyant des Jean Rochefort à des âges différents. Et en fait, c'était quelqu'un qui se cachait aussi, dont on ne savait pas grand-chose en dehors de ça, sinon qu'il aimait les chevaux et qu'il n'était pas extrêmement porté sur les mondanités. Alors dans votre livre, des fois on se demande comment vous avez fait pour y être. C'est comme quand on nous raconte des histoires sur des champs de bataille, on a l'impression parfois que vous étiez là, sous le lit, ou dans la pièce où des choses se disaient. Ça a dû être un travail colossal. Il y a eu des recoupements bien sûr d'articles, mais vraiment on a l'impression que vous nous racontez la bataille du rail autour d'un acteur. Alors c'est un peu une méthode que j'ai élaborée au fil des livres, qui consiste en fait à plonger, à se concentrer sur quelqu'un et à essayer de lire tout ce qui a été écrit, et ainsi que tout ce qu'a dit la personne, tout ce qu'elle a pu écrire si elle a collaborer à des ouvrages, et puis après de démêler le vrai du faux, parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens chez qui il y a des contradictions, et comment faire pour résoudre ces contradictions? La personne en question, elle va pas aimer qu'on lui soumette ces contradictions, qu'on lui dise vous avez dit à un moment donné ça, puis après vous avez dit ça se contredit, quelle est la réalité? Et donc c'est à moi en fait de la trouver, cette réalité. Dans votre livre, Jean Rochefort dit « Ma gloire, je la tire avant tout d'une victoire sur moi-même ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'il entend par ces victoires sur lui-même? Quel genre de victoire? Alors, il y en a une, c'est un provincial. Voilà, alors oui c'est ça, c'est un provincial qui était d'un milieu plutôt bourgeois, avec un père qui était cadre supérieur, mais qui s'était élevé. C'est-à-dire que l'histoire racontait que son père avait commencé sans doute comme balayeur ou employé, et s'était retrouvé pratiquement patron d'une usine. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel, mais c'est quelque chose qui était aussi possible, je dirais, au début du XXe siècle, cette promotion sociale extraordinaire. Et lui, donc, en tant que fils d'un notable, il était évidemment désigné à devenir à son tour un notable, à être parmi l'élite. Et comédien, il n'y avait pas plus atroce pour une famille bourgeoise que d'être d'un coup un baladin, d'être quelqu'un qui faisait des choses futiles. Alors, il s'est fait lui-même. Jean Rochefort, aujourd'hui, si on prend Virginie Efira, Omar Sy ou Jean Dujardin, ce sont des gens qui se sont fabriqués, souvent même à base de jeux télé. Virginie Efira a présenté la nouvelle star, Omar Sy était animateur rigolo sur Canal+, maintenant ce sont des acteurs consacrés. Évidemment, à cette époque, pour Marielle, Rochefort, Belmondo, le passage obligé, c'était le théâtre. Absolument. Mais il faut dire aussi que l'époque a changé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui aujourd'hui sont beaucoup plus faciles et possibles qu'elles ne l'étaient à l'époque. Dans les années 50,
être comédien, c'était à la fois c'était un petit peu méprisable pour certains milieux, et puis j'étais pas à l'époque de Molière où effectivement on n'enterrait pas les comédiens, mais on n'était pas très très loin de ça en fait dans l'esprit. Et donc finalement, ce métier qui consistait à distraire les autres avec quelque chose de superficiel et d'atroce. Et Jean Rochefort est allé quand même très loin dans toute sa vie. Ses relations avec son père ont été gâchées par ça. Alors parlons de l'école. À l'école, il était toujours au fond de la classe et il se rangeait du côté, je le cite, des opprimés, avec beaucoup de guillemets. Et il dit dans votre livre qu'il ne comprenait même pas ce dont on lui parlait. Ben alors ça c'est amusant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de comédiens. Il y a beaucoup de comédiens qui ont été des élèves moyens sinon médiocres et qui en fait n'ont brillé auprès de leurs camarades qu'en faisant les clowns. Et c'était le cas notamment de Bernard Blier, ça a été aussi le cas de Jean Rochefort, et donc ils se sont rattrapés, je dirais, dans la cour de récréation. Au moins ils se sont tirés avec une espèce de gloire personnelle. Alors, il se trouve que j'ai rencontré, parce qu'elle est encore vivante d'ailleurs, une camarade de classe de Jean Rochefort, qui habite aujourd'hui à Vichy, et qui était carrément assise à côté de lui en classe. Donc elle m'a raconté ce que c'était que d'être à l'école primaire, assise à côté de Jean, qui était un garçon qui, elle, la fascinait. Il n'y a jamais rien eu entre eux, mais elle était fascinée. Et elle est restée fascinée. Et aujourd'hui, c'est une dame qui a, je pense, plus de 90 ans et qui reste complètement... c'est resté à vie. Elle est marquée par ça. Alors, puisqu'on parle de l'enfance, je vais vous proposer un petit rituel qu'on propose à tous nos invités, Jean-Philippe Guérand. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux ? Est-ce que vous pouvez nous décrire la chambre d'enfant dans laquelle vous avez grandi, en essayant de nous détailler fenêtres, lits, posters? Absolument. Mais écoutez, je garde les yeux fermés, donc. Ah oui, sinon il y a une amende. D'accord. Eh bien, écoutez, il y avait un lit qui était dans une sorte d'encoignure. Donc face à moi, il y avait un dessin très impressionnant que m'avait offert quand j'étais petit. C'était une affiche en fait du début du XXe siècle que m'avait offert ma grand-mère qui était antiquaire et qui représentait c'était une espèce d'orchestre de militaires, et ça se situait à mon avis entre la guerre de 70 et la guerre de 14. Et donc j'ai grandi avec cette image devant les yeux. Et puis à l'autre bout de ma chambre, donc il y avait une petite fenêtre. Et sur le côté droit, vu du lit, il y avait en revanche une porte-fenêtre qui me permettait de monter sur le balcon et de regarder le jardin, parce que j'avais la chance d'habiter dans une maison qui avait un petit jardin, et donc ça me passionnait, quoi. Vous pouvez réouvrir les yeux. Et à l'instar de la camarade de classe de Jean Rochefort que vous avez retrouvée, est-ce qu'il y a des choses de cette époque dans votre chambre qui sont dans votre appartement actuel ? Très honnêtement, je ne pense pas. Je pense que le bureau que j'avais quand j'étais enfant, enfin le pupitre, j'ai une maison en Normandie, il est dans cette maison en Normandie et je l'ai mis dans la chambre de ma fille, et qui l'a pas utilisé comme bureau, hein. Elle l'a utilisé pour poser un ordinateur et jouer à des jeux vidéo. Alors revenons à la scolarité de Jean Rochefort. Un jour, en classe, il dit une poésie de Lamartine, Le Lac. Et c'est là qu'un professeur lui dit, c'est un tournant dans sa vie, mais vous devriez être acteur. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de jeunesse d'acteurs. C'est le moment où effectivement ils sont confrontés à eux-mêmes et où donc ils n'ont pas beaucoup d'affinité pour les choses scolaires, sauf que la récitation, c'est quelque chose qui les fascine. Moins pour le texte, parce qu'il faut quand même, il était petit quand même pour comprendre le lac de Lamartine vraiment, mais par le son, par les bruits, l'agencement des mots. Et il y a une fascination, et puis il y a un moment, en plus, c'est souvent des gens timides, et c'est une façon pour eux de s'exprimer devant une audience, c'est-à-dire leurs camarades, et d'avoir peut-être ce qui sera un tout petit premier moment de gloire. Et ce qui est très joli dans votre livre, c'est qu'on apprend, on est en 1970, il doit répéter, c'est un comédien confirmé, même si pas encore ultra célèbre, il doit répéter le rôle d'Alceste pour le Misanthrope, et il demande à ses propres enfants de lui donner la réplique.
Oui, ça c'est extraordinaire parce que je pense qu'il avait déjà secrètement à cette époque-là l'envie, comme beaucoup de parents, que leurs enfants suivent leur voie. Il se trouve que il a eu 2 premiers enfants. Son fils a fait une toute petite carrière de comédien, son fils aîné, mais vraiment minuscule. Et c'est en fait celui qui a fait une carrière et qui fait une carrière actuellement. Et le fils qu'il a eu avec Nicole Garcia, qui est beaucoup plus jeune, qui s'appelle Pierre Rochefort, et qui lui mais il est très différent. Il se ressemble un peu physiquement, mais il est sur un registre très différent. Le papa de Jean s'appelait Célestin, Absolument. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et Jean Rochefort dit « Quand je pense à mon père avec tendresse, c'est toujours pour le souvenir des moments où il m'a interdit des choses. Ce sont ces moments-là qui me font venir les larmes aux yeux. » Et il dit qu'il s'est inspiré malgré tout de son père pour son rôle dans Cible émouvante de Pierre Salvadori. Oui, parce je pense qu'il y a c'est d'ailleurs assez touchant parce qu'en fait, quand on connaît les relations qu'il a entretenues avec son père, qui ont été exécrables. C'est-à-dire que son père est quasiment jamais venu le voir sur scène. Une fois, il est venu et il a été obligé, en allant le voir à la fin, de lui dire que c'était bien. Mais on sent, quand il le raconte, à quel point son père avait pris sur lui pour dire ça. C'était même pas, c'était pas une révélation. Il n'était pas en larmes, il n'était pas bouleversé par le talent de son fils. Il ne lisait sans doute pas les articles qu'on écrivait sur lui. Donc c'est quand même terrible. Je pense que tous les acteurs, même peut-être surtout ceux qui ont eu une enfance difficile avec leurs parents, utilisent ça et parfois à leur insu. Je me souviens il y a quelques années que Marc Lavoine avait dit sur une radio concurrente, quand il a vu la première projection du Cœur des hommes, dans lequel il joue un mec plutôt pas sympa, avec sa petite moustache, il a marqué un temps d'arrêt, petite larme, je crois, il a dit « mais j'ai joué mon père en fait ». Il pensait avoir préparé son rôle normalement, et en se voyant à l'écran, il dit « mais c'est mon père ». Oui, et ça c'est terrible, mais je pense que du coup ça déclenche des pensées enfouies, parce que c'est plus qu'enfoui que caché. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qu'il a pas souhaité mettre en avant. Et d'ailleurs, comme vous dites, il a joué peu de rôles de père qui correspondait au père qu'il a été, parce que lui a été un père en plus très particulier et très à la fois on a l'impression qu'il est proche mais qu'il était en fait très distant. Moi, la première fois que j'ai contacté Pierre Rochefort pour mon livre, à l'époque il n'avait jamais joué et il ne connaissait quasiment pas son père. Quand je lui ai demandé de m'en parler, il me dit « Je suis désolé de vous dire que je le connais quasiment pas. J'ai quelques souvenirs d'enfance quand on me faisait y aller un week-end sur 2, le schéma traditionnel, mais il dit « Je serais bien en mal de raconter quoi que ce soit sur lui. » Parce que lui, il était intéressé par ses chevaux et son métier de comédien. Et en fait, ce fils qu'il avait eu, dont en plus il n'avait pas vécu avec sa mère quasiment, c'était compliqué. Parce qu'il faut savoir que Nicole Garcia était horripilée par la campagne. Et donc, Jean Rochefort a toute sa vie souhaité vivre à la campagne, sauf à la fin où il était obligé de se replier à Paris, ce qui était contraire à sa nature. Et donc, il s'est retrouvé finalement père de ce fils, mais ne vivant avec sa mère que de façon épisodique et pas à demeure. Ce qui est très beau, c'est que dans votre livre, on apprend qu'il avait plus de 60 ans, je crois, quand il a eu sa dernière fille. Et donc, il disait, je suis devenu père à un moment... J'avais l'air d'un grand-père alors que j'étais père. On me regardait un peu bizarrement. Et il a dit qu'il a fait cet enfant par instinct. Je trouve ça très beau. Pas par égoïsme, par instinct. Il sentait que c'était peut-être entre le pour et le contre. Le pour devait l'emporter. Peut-être pour elle. Il a eu d'ailleurs, en fait, il a eu 2 filles, donc sur le tard, qui auraient pu, et ce qui était effectivement, c'est qu'on pensait que c'était ses petites filles quand on le croisait, mais il a quand même accompagné une de ses filles au bal des débutantes. Vous savez qu'il y a une tradition, et ce qui était assez incroyable, parce qu'il a dit lui-même, il s'est exposé à ce que les gens le regardent et disent, mais pourquoi il vient avec sa petite fille ? Pour finir, la importante parenthèse du papa, son papa, donc Célestin, lui a quand même dit une phrase qui l'a marqué jusqu'au bout et qui est un peu le mantra de la carrière de Jean Rochefort, c'est « ennuyer les autres, c'est une impolitesse ». Absolument, et ça c'est assez étrange parce qu'en plus son père pratiquait un métier où on n'était pas vraiment dans l'amusement et c'était pas quelqu'un qui allait beaucoup au théâtre, beaucoup au cinéma, il n'était pas du tout intéressé par ces domaines et effectivement
parler ainsi de l'ennui, c'est paradoxal, quoi. Je vais faire un petit peu à la Jean Rochefort cette émission, toute proportion gardée. Les extraits seront de manière chronologique, mais pas toujours. Et on va commencer par un film dans la dernière partie de carrière de Jean Rochefort, c'est L'homme du train de Patrice Lecomte. Tout s'est passé, se passera ici, de mon premier biberon à mon dernier cigare. Et vous avez vraiment lu tout ça? Ah oui, presque. Au début, je n'aimais pas lire, mais on m'a tellement bassiné avec ça, la lecture. Alors j'ai lu. Ça a été comme un éblouissement. Vous lisez un peu, vous? Oh, pas souvent. Mais attention, beaucoup de gens disent des conneries, on est d'accord là-dessus. Et il suffit qu'ils les écrivent pour que ça devienne parole d'évangile. Ça, c'est pas bon. On retourne au cognac. Pas ce soir. Ah bah dommage. On peut pas compter sur vous pour la conversation, hein. Remarquez, ça me dérange pas, c'est mon rayon, moi, la conversation. Je pourrais l'alimenter jusqu'à la fin des temps. Alors j'ai choisi cet extrait de L'homme du train, donc Patrice Lecomte avec Johnny Hallyday pour X raisons. D'abord, alors on va dire, pour l'anecdote, Jean Rochefort aimait beaucoup la musique, et on apprend dans votre livre qu'il a fait des petites apparitions. Il a chanté Félicie aussi avec Vincent Delerme à l'Olympia, il a participé à un hommage à Bobby Lapointe. Vous avez d'autres exemples de ces passerelles avec la musique ? Pas précisément, mais je pense que ça faisait partie. Il y avait un corpus à l'époque des artistes, c'est-à-dire que jouer, chanter, tout ça c'était très lié. Alors dans le cas de Vincent Delerme, c'est parce c'est une facette particulière de Jean Rochefort, c'est qu'il a été très tourné vers des gens jeunes en qui il croyait. Et qu'il a vraiment soutenu. Vincent Delerme en fait partie, Guillaume Canet en fait partie. C'est des gens à qui il a essayé de transmettre. C'est-à-dire, il a essayé de les aider. Il avait une vraie mentalité de passeur pour ça. Et donc le fait que certains soient acteurs, d'autres musiciens, ça l'intéressait parce que finalement pour lui c'était le même métier. Mmh. D'ailleurs, à propos du coup de pouce dont vous parlez, des encouragements, moi j'ai appris dans votre livre, Jean-Philippe Guérand, qu'il avait beaucoup insisté quand il était membre du jury à Cannes pour que le prix d'interprétation féminine aille à Marie-Josée Croze pour Les Invasions barbares, alors qu'elle joue 40 minutes dans le film. Oui, mais ça, c'était tout lui. C'est-à-dire qu'il a été fasciné et il a pensé, quand il était dans le jury cannois, qu'en fait, comme il était acteur, que la plupart des autres membres du jury n'étaient pas comédiens mais étaient plutôt réalisateurs, producteurs, voire journalistes, et c'était à lui que revenait la responsabilité de choisir le meilleur interprète, qui n'est d'ailleurs pas forcément le meilleur acteur. Il y a eu des années où certains membres du jury se sont fait avoir et ont consacré des gens qui étaient en fait pas du tout des acteurs professionnels en croyant qu'ils étaient absolument excellents dans la composition. Il primait plus le personnage en fait que l'acteur. Absolument. Et si j'ai choisi aussi cet extrait de L'homme du train, c'est parce que donc, le film se passe à Annonay, je crois. Oui, absolument. Et donc on voit ces deux hommes qui sont très seuls finalement. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un autoportrait de Jean Rochefort qui était à la fois quelqu'un d'altruiste mais qui aimait bien aussi sa chasse gardée, sa maison. C'est justement chez Rochefort, c'est l'importance de la tanière, de la maison. Il a habité plusieurs fermes en région parisienne et parfois, je dirais pas qu'il s'y cloîtrait, mais notamment avec ses chevaux, sa femme, il était heureux quand même peut-être de ne pas être parisien. C'était un rural. Je pense que c'est quelque chose, alors pour le coup, qui venait de son enfance, effectivement, ce côté près de la terre, près des choses. Et en plus, comme il était passionné de chevaux, qu'il élevait des chevaux, il était évidemment obligé de... Mais il disait qu'il lui était arrivé de dormir dans une stalle avec un de ses chevaux. Donc il y avait un côté sensuel. Et puis il était en plus passionné, je dirais, par la race chevaline. C'est ce qui était très étonnant. Il s'est livré à des expériences scientifiques. Enfin, il a donné certains de ses chevaux pour faire avancer la science, quoi. On en parlera un petit peu plus tard, si vous voulez bien. C'est marrant, pour la musique, je pensais que vous alliez faire référence à la chanson qui ouvre le film de Tavernier, Les enfants gâtés, où il chante du Jean-Roger Cossimon. Non, mais c'est pour l'anecdote, mais c'est une chanson qui est devenue culte. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que, en fait, cette chanson qu'il interprète avec son ami Marielle, en fait, on a l'impression que c'est une idée incroyable de Tavernier de leur demander de faire ça, d'ailleurs, parce que
Et puis il chante à l'ancienne. C'est vrai que Jean-Roger Caussimon, aujourd'hui, on pourrait trouver ça un peu démodé. Et pourtant, ça a traversé le temps. Alors parlons de Paris. Tout à l'heure on parlait du fait qu'il vienne de Bretagne, qu'il arrive à Paris, il a 23 ans. Alors moi j'ai appris plein de choses dans votre biographie. Il admirait tellement... D'abord il a découvert Saint-Germain-des-Prés, il côtoyait des célébrités, Prévert et autres. Et notamment une, je crois qu'il n'a pas osé aborder, c'est Henry Miller, l'auteur. Et il dit, je l'aimais tellement que je m'habillais comme Henry Miller. Oui, alors ça c'est intéressant, puis c'est en plus... Alors déjà, il avait des yeux de petit provincial. C'est-à-dire qu'il est venu à Paris avec un ami peintre qui était qui venait de Bretagne et tout ça, qui lui-même a fini par rebrousser chemin et à repartir en Bretagne parce qu'il s'est rendu compte que la vie parisienne n'était pas pour lui. Et parce que pour un artiste qui ne réussit pas, c'est quand même compliqué. Et lui, en revanche, il a eu cette fascination parce qu'il était beaucoup plus jeune que cet ami peintre. Il a eu cette fascination parce que d'un coup, il s'est retrouvé dans le grand bain. Il racontait aussi comment il allait, vous savez, il travaillait au Halles, en fait, parce qu'il a fait plein de métiers pour gagner de l'argent, enfin des choses pas forcément très, très faciles. Et donc, il se retrouvait dans des bistrots à pas d'heure. Et là, il rencontrait des gens qui étaient des oiseaux de nuit. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont la réputation d'être des oiseaux de nuit. Donc, il en a croisé plein comme ça. Henry Miller, je pense que c'était plus un peu, vous savez, comme on peut voir quelqu'un qui passe devant une brasserie, qui n'a pas les moyens d'y aller et qui voit à travers la vitrine et qui voit des gens connus. En tout cas, il dit donc dans votre livre qu'il s'habillait comme lui. Ah oui, voilà. Alors après, ça c'est amusant d'ailleurs, parce que ça rejoint aussi le désir de travestissement du comédien. Oui, le côté, on veut imiter et tout, et il y en a beaucoup, et d'ailleurs lui était pas mal aussi en termes d'imitation. Aujourd'hui, il y a des jeunes femmes qui portent le chapeau d'Amélie Nothomb. Absolument. Eh bien, Henry Miller, c'était lui qui inspirait Jean Rochefort. Alors, vous parlez des hommes de la nuit, il y avait aussi les femmes de la nuit. Jean Rochefort a beaucoup fréquenté les jeunes ou moins jeunes prostituées à Paris. Absolument, oui, mais c'est aussi de son... on va dire, c'est aussi de sa génération. On va dire qu'il y a un côté un peu Paris canaille. Je pense qu'il a voulu toucher à tout ce qui était interdit, et par son milieu familial, parce que si son père avait su tout ça, c'était pire que d'être uniquement comédien. C'est-à-dire que c'était vraiment... il serait dit, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces turpitudes? Je ne sais pas si son père l'a jamais su, tout ça. Il y a cette histoire incroyable avec Alice la Rennaise, une jeune femme prostituée, et quand il découvre qu'il s'appelle Alice, il est surpris parce qu'il vient de lui dire « Tu m'amènes au pays des merveilles ». Oui, alors là, on ne sait plus où commence la légende et où s'est arrêtée la vérité. Parce que tout ça, ça ressemble, c'est tellement joli qu'en même temps, ça paraît un petit peu fantasmé, quoi. Donc il y a sans doute un fond de vérité. Il est probable qu'il allait voir des prostituées, qu'il ait essayé peut-être de se faire aussi un peu materner, parce qu'en fait, il était quand même assez jeune, seul à Paris, laissé un peu... comme ça, en liberté. Donc il a touché un peu à tout, quoi. C'était un peu compliqué. Alors c'est dans les années de théâtre, de ses apprentissages, qu'il a formé, peut-être à son corps défendant, une bande avec qui il est resté uni toute la vie, Belmondo, Marielle, Bruno Kremer, Françoise Fabian. Pourtant, ça n'a pas été un fleuve tranquille. Il a eu 2-3 semaines de dépression, à boire du Beaujolais, à ne plus pouvoir se lever. Et je crois que c'est une anecdote incroyable de Jean-Pierre Marielle, c'est une histoire de bus. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'en fait, Jean Rochefort s'est marié très jeune. Et il s'est marié à une femme qui elle-même était étudiante au conservatoire de musique, voulait devenir pianiste, et que j'ai rencontré d'ailleurs, qui est toujours de ce monde. Et donc elle l'a un peu entretenue, puisqu'elle avait un appartement dans le 9e arrondissement. Enfin, c'était plus qu'un appartement, c'était une sorte de... On va dire, on appellerait ça aujourd'hui un loft avec une grande verrière, mais sauf qu'il y avait des trous dans la verrière. Et donc, quand ses copains venaient, ils disaient il faudrait faire des travaux parce que là, ça devient problématique. Et lui avait ce qu'on appelle une vie de patachon, c'est-à-dire qu'il restait là, il rongeait, il attendait sa chance, quoi, mais qui venait pas évidemment puisqu'il était chez lui, qui bougeait pas. Et un jour arrive une possibilité d'audition.
Et il dit je vais y aller. Et puis au dernier moment il dit oh là là c'est très compliqué. Et donc Marielle le trouve dans un état de délabrement total. Il lui dit mais écoute franchement c'est rien du tout. Tu as un bus direct qui va sur le lieu de l'audition. Le 95. Donc ils l'embarquent dans le bus et ils y vont. Et en fait, pour la petite histoire, si la RATP n'avait pas mis en service ce bus 95, son avenir aurait sans doute été différent. Je crois qu'il existe toujours. Hein. Oui, oui, absolument. Il y a peut-être il y a sans doute plus les auditions au même endroit. Quoi. Alors l'importance aussi de cette bande, et ça on y pense trop peu, c'est Jean-Paul Belmondo, son ami, et on lui avait dit vous êtes trop laid pour faire du cinéma. Et Jean Rochefort, se disant ni plus beau ni plus laid que Jean-Paul Belmondo, quand il a vu le succès de Belmondo, il dit bah alors moi aussi je peux jouer les jeunes premiers séducteurs. Alors il faut préciser quelque chose d'intéressant en fait, c'est que cette bande du conservatoire, parce que c'est son surnom officiel, donc dans laquelle il y avait également Marielle, Pierre Vernier, Michel Beaune, enfin il y a beaucoup d'acteurs, Annie Girardot, enfin c'était vraiment une génération dorée. En fait, il ne l'a rejoint qu'en deuxième année du conservatoire, parce qu'en fait, il est entré au conservatoire, il a été complètement déçu par les gens qu'il y a croisés. Il citait notamment Georges Descrières, qui venait toujours costume, cravate et tout, et pour lui, c'était pas ça un comédien, quoi. C'était, lui, il savait lire des textes et tout ça, mais il avait rien de fantaisiste, il avait rien, donc il s'est pas reconnu dans cette génération, donc il est parti. Il est parti sous les drapeaux, et puis il est revenu, il est retourné au conservatoire, et là il est tombé sur cette fameuse génération dorée, à laquelle il s'est senti appartenir, et qui n'avait plus rien à voir avec les gens qui avaient 2-3 ans avant. Moi je suis sûr, ça n'engage que moi, hein, je suis sûr que ce début de carrière placé sous le signe de la bande lui a rendu très sympathique la troupe du Splendide, 20 ans après, et que c'est peut-être ça qui a fait que dans le tandem de Lecomte aussi, c'est Junio qui est son partenaire. Il a effectivement, alors c'est marrant parce que quand on regarde, il y a énormément de ces films dans lesquels des tout petits rôles sont joués par des gens du Splendide, bien avant qu'ils ne deviennent célèbres. Hein. Le nombre de films où on voit Josiane Balasco, Michel Blanc, Gérard Jugnot, dans des rôles minuscules, ils l'ont souvent dû à Jean Rochefort, qui, quand il y avait le choix pour des petits rôles, il savait où aller. Et c'était quelqu'un, en plus, alors il était très à l'écoute de toutes ces bandes, justement. C'est quelqu'un qui est allé au café-théâtre, qui les a vus sur scène, qui s'est dit, mais c'est des natures incroyables. Il a été un des premiers, d'ailleurs, à être le partenaire, et ça a été compliqué, d'ailleurs, d'être le partenaire de Coluche, dans le premier film de Patrice Lecomte. Et à l'époque, Coluche n'était pas du tout un acteur de cinéma, donc il était un peu déstabilisé. Mais en même temps, il a su reconnaître. Et ça a été pareil après avec Les Nuls. C'est-à-dire qu'il a cet esprit de bande, ça lui a rappelé effectivement sa jeunesse. Allez, on va monter à bord d'un navire, dans un film qui s'appelle Le Crabe-Tambour. Docteur, je vous ai demandé de venir déjeuner avec moi parce que j'ai passé à travers la visite médicale, mais je sais que vous, je ne pourrai pas vous tromper longtemps. Je suis malade. C'est mon dernier commandement. Et si ce que Wilsdorf m'a dit de vous est vrai, je sais que vous allez m'aider. Cancer. Poumon ? Oui. Vous savez ce que ça signifie si on n'arrive pas à la prolifération des métastases? L'étouffement très et profond à la fin. Mais je sais tout cela. Ce que je veux, c'est commander le bateau. Nous n'avons pas à bord les médicaments nécessaires. J'ai ce qu'il faut, mon médecin de famille. Médecin de famille. Claude Rich et Jean Rochefort dans Le Crabe-Tambour de Pierre Schoendoerfer. Alors toutes les carrières de comédiens sont basées très souvent en tout cas sur des paradoxes. Jean Rochefort était plutôt un pacifiste. Et là, il se retrouve sur un bateau guerrier.
Absolument. Et c'est un film d'ailleurs qui a posé problème. C'est-à-dire que c'est un rôle que lui a proposé Pierre Schoendorfer. Et à un moment donné, Rochefort a paniqué. C'est-à-dire au moment d'essayer son costume, il s'est vu d'un coup en officier de marine. Il s'est regardé dans la glace et il s'est dit c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Et donc il a voulu quitter le film. Et là, Pierre Schoendorfer a fait valoir le droit, puisqu'en fait, le fait d'essayer son costume a valeur d'acceptation pour un rôle. Et il dit, mais on a des photos de vous dans le costume, donc maintenant, eh ben, ça y est, c'est la preuve que vous avez accepté le rôle, vous pouvez pas reculer. Et il a dit, si vous reculez, eh ben, votre carrière va connaître beaucoup de problèmes. À l'époque, le service militaire en France durait 1 an et demi, mais il s'emmerdait tellement dans ses cours de théâtre qu'il n'a pas demandé un sursis, et donc il a fait son service militaire, mais que ça s'est super mal passé en tout cas. Il y a eu des hauts et des bas, et son père a été obligé de faire un peu de clientélisme pour abréger ses souffrances. Ben, c'est quand justement il est allé la première fois au conservatoire, ouais. Effectivement. Alors il y a eu à la fois la déception du conservatoire et puis cette obligation, ce coup près. En plus, il faut savoir que c'est au début fin des années 40, début des années 50, c'est un moment donné où le monde était pas du tout, c'était la paix, mais c'était un monde qui était en ébullition, où ça bougeait un peu partout et où les appelés risquaient de se retrouver sur le front, quel qu'il soit, notamment de la décolonisation, et donc en danger. C'était pas simplement aller dans une caserne et puis mal manger et toutes autres sortes de choses, quoi. Comme aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'artifices dans le cinéma. Pour Humphrey Bogart, c'était une perruque. Pour Jean Rochefort, c'est sa célèbre moustache. C'est pas un artifice, c'est sa vraie moustache, mais il y a quand même un avant et un après. Il se considérait comme moche sans moustache. Et à partir du moment où il met sa moustache, il devient un autre. C'est une histoire d'ailleurs assez incroyable. C'est qu'en fait, quand on regarde, si on a l'occasion de voir les téléfilms de Jean Rochefort, il y en a certains dans lesquels il a une moustache, voire une barbe, alors que c'est dans les années 60. Or, c'était toujours des postiches. Jusqu'au moment où effectivement, il y a quelqu'un qui lui a fait remarquer que ça lui allait bien et que ça rééquilibrait son visage. Et alors il se trouve que c'est au début des années 70, à une époque où la moustache était assez en vogue. Donc du coup, c'est bien passé. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était ça qui lui manquait, quoi. Qu'effectivement, et là, c'était une vraie moustache. Et dans Tandem, Junior s'est pas rasé la moustache ? Si, alors ça c'est aussi... Non, mais c'est paradoxal ça d'ailleurs. Oui, tout à fait, c'est assez drôle. Alors, je voudrais qu'on s'appuie sur le Krapp-Tambour pour parler un peu des rapports ou des non-rapports de Jean Rochefort avec la politique. Et écoutez, il y a cette phrase merveilleuse dans votre livre. C'est à l'époque du Krapp-Tambour, justement. Il dit « Je suis un homme de droite, inactif, qui préfère le regret à l'action. » Ça me fait penser à ce que disait Pierre Desproges, qui voulait pas être un artiste engagé, mais dégagé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, je pense que c'est. Alors, il est dans une génération. Alors, ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est que quand il parlait de mai 68, par exemple, on aurait pu se dire finalement, mai 68, il avait 38 ans, il aurait pu se prendre au jeu. Et non, ce qu'il a retenu de mai 68, c'est qu'il a dû interrompre un tournage, que ça a bouleversé un peu son emploi du temps, que du coup sa carrière en a sans doute été altérée, enfin c'est ce qu'il pensait en tout cas, et c'est assez fou finalement de penser que son engagement politique était tel. Mais il faut dire aussi une chose, et que tout vient de là, c'est qu'à la fin des années 50, il a été engagé pour tourner dans un film qui a été tourné en Russie, qui a nécessité quasiment 1 an de présence sur place. Son partenaire était quand même, tenez-vous bien, Léon Zitrone. Ce qui est quand même, pour un comédien même débutant, c'était curieux, parce qu'en fait, Léon Zitrone était beaucoup plus cabotin que ne pouvait l'être n'importe quel comédien de l'époque. Le problème, c'est que ce tournage, c'était en fait une sorte de film de promotion pour l'URSS, l'a fait aller dans les pires endroits du RSS, dans des endroits où il a tourné par -30 et tout ça. Il a vu en plus la vie quotidienne.
il y a rencontré sa première épouse, qui elle-même était d'origine polonaise, n'était pas russe, mais il l'a rencontrée à Moscou. Donc cette expérience l'a marqué quand même, a été et surtout pour un film qui à l'époque il est sorti longtemps après, a été un échec total, mais vraiment une catastrophe quoi. Donc et en ayant vu vivre les soviétiques de cette époque, il a été dégoûté pour toujours du communisme, et donc ça a joué. Je dirais pas que c'était un homme de droite, mais que c'était un homme qui était farouchement opposé à la gauche, et il a eu notamment ça s'est très très mal passé avec Comencini et surtout avec Simone Signoret. Il y a un tournage Cher Inconnu où ils ne se sont plus adressé la parole au bout de quelques jours parce que il l'accusait d'être stalinienne, et que lui était à une époque où il y a pas mal de comédiens qui étaient quand même engagés, qui étaient des gens qui étaient entre guillemets de gauche, des réalisateurs, Costa Gavras, des gens comme ça et tout ça. Et en fait, lui, il s'est pas reconnu du tout là-dedans. Donc lui, il disait, moi j'ai vu ce que c'était, donc je peux en témoigner. Et il avait beaucoup d'humour, ça tout le monde le sait, mais un humour quand même qui est parfois proche vraiment de la métaphore et du trait vraiment psychologique. Et il dit que ce qui l'énervait beaucoup à l'époque de mai 68, c'est de voir des femmes qu'il aimait d'amour partir avec des maoïstes. Et je trouve ça super, parce qu'effectivement, c'était la tendance à l'époque d'être maoïste. Et ça l'énervait, ce détail, ce mélange de sentiments et de politique. Mais en même temps, c'est aussi un constat sur son vieillissement. C'est-à-dire que, donc, en 68, il a 38 ans. C'est le moment, donc, il aborde la quarantaine. Il n'est pas encore une tête d'affiche. Donc, il peut se dire légitimement, est-ce que j'ai vraiment réussi? Alors qu'à l'époque, en 68, Belmondo, c'était une superstar. Et ses copains Marielle, Noiret commençaient à être célèbres. Noiret, il a été rendu célèbre par Alexandre le Bienheureux, qui doit dater de 67. Donc c'est juste avant. Donc il se dit, est-ce que justement le train ne serait pas passé, je serais pas monté dedans. Donc il y avait cette... Et puis alors du coup, il était en concurrence effectivement sur le plan de la séduction avec des gens beaucoup plus jeunes, et il comprenait pas cette génération. Et il y a des photos de lui à cette époque-là où c'est amusant, parce qu'il essaye de mettre quand même des pantalons à pattes d'éléphant, il attend des chemises un peu débraillées, il avait une voiture américaine, mais ça fonctionne pas, quoi. Pour lui, je le cite dans votre livre, il faut pas vraiment s'engager quand on est acteur, ce qu'il dit... acteur, pas artiste, parce que l'engagement, ça casse l'imagination. C'est-à-dire que je le cite, c'est-à-dire que si vous êtes un acteur engagé, peut-être ça va même se répercuter, selon lui, dans vos rôles et dans votre manière peut-être de les aborder ou même de les choisir. Oui, alors ça c'est une conception très étrange, parce qu'il y a, à la même époque, quand on voit, il y a quand même beaucoup de comédiens, on comprenne Piccoli, Yves Montand, des gens comme ça, qui ont été, qui se sont engagés, qui ont pensé que le cinéma avait des choses à dire. Lui, il était dans une vision du cinéma d'une autre époque quand même. Il était dans une vision. D'ailleurs, il est passé à côté, c'est assez intéressant aussi. Il est passé complètement à côté de la nouvelle vague. Il fait partie de ces comédiens, mais il est passé à côté de la nouvelle vague. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'avait pas envie de tourner avec des gens de la nouvelle vague, c'est parce que les gens de la nouvelle vague considéraient qu'il était un acteur à l'ancienne. Donc quelqu'un qui venait du théâtre, qui les intéressait pas. C'était un homme qui avait une ultra-sensibilité, et en 2006, il va à Paris pousser un coup de gueule en allant juste voir les SDF, les enfants de Don Quichotte, qu'est Gemap. Alors évidemment, c'est très piquant parce que Don Quichotte... C'est le film. Parlez-nous un petit peu de ce moment où justement, là, je ne vais pas dire c'est l'homme de gauche, ça serait trop caricatural, mais c'est l'homme social. Voilà, donc là, il s'est engagé vraiment pour une cause qui était vraiment plus que juste. C'est-à-dire que c'était une cause qui était, je dirais, presque apolitique. C'est une cause sociale, effectivement. Et il était extrêmement sincère dans cet engagement, peut-être parce que justement... au début de sa vie parisienne, l'une de ses activités lucratives consistait à mesurer la surface des appartements pour ce qu'on a appelé la loi Carrez. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu une décision complètement folle qui a été de mesurer absolument tous les appartements de Paris, leur surface, en supprimant de la surface utile toutes les zones qui étaient trop basses, qui étaient dans le noir.
ça paraît complètement saugrenu, mais c'est tout le système d'habitat parisien a été conditionné par ça. Et combien de gens habitaient dont ils disaient qu'ils avaient encore des appartements sous la loi Carrez qui leur permettaient de payer peu pour avoir une surface correcte. Donc, ayant connu ça, quand il a vu qu'à un moment donné, Paris était interdit à tous les gens qui n'avaient pas d'argent, il a trouvé ça honteux, et il a trouvé ça d'autant plus honteux qu'il y avait même des gens qui n'avaient pas de logement du tout, ni à Paris, ni ailleurs. Et donc, là, ça l'a touché, je pense, par rapport à ce qu'il avait vécu, et aussi parce qu'il avait aussi une fibre sociale. Je veux dire, il n'était pas forcément engagé politiquement, mais il pouvait trouver que c'était une injustice criante. Il y a un homme qui a énormément compté pour lui, c'est Bertrand Tavernier. Et ce qui est très beau, je trouve, dans votre livre, c'est que Bertrand Tavernier, il est souvent considéré comme le post-Nouvelle Vague, quelqu'un qui a fait appel à des gens que la Nouvelle Vague avait abhorrés, scénaristes et autres. Et quand il joue dans L'Horloger de Saint-Paul, qui n'était pas prévu pour lui, je crois que c'est Claude Brasseur qui devait jouer le rôle principal de L'Horloger de Saint-Paul, il dit que Tavernier, en gros, ouvre les fenêtres de son esprit. C'est qu'il désacralise ce qu'est un tournage, et là, tout d'un coup, il est heureux, Rochefort, comme acteur. Oui, parce que on s'en est pas rendu compte à l'époque, parce que L'Horloger de Saint-Paul est un film très traditionnel quand même. C'est un film classique du cinéma français, tiré d'un roman de Simenon, donc quelque chose avec des acteurs très identifiés. C'est pas du tout. Il fera par la suite des expériences beaucoup plus extrêmes, mais il se rend compte que Tavernier, qui n'est pas non plus un jeune homme à l'époque, est quelqu'un qui a une autre conception de la direction d'acteur. C'est-à-dire, il ne se contente pas de donner à ses interprètes un texte et de leur dire de le jouer en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Non, il leur laisse une liberté, et surtout, Rochefort racontait que lui, ses premiers rôles, il a tenu ses tout petits rôles à la fin des années 50, à une époque où les caméras étaient immenses, parce qu'elles avaient... Le problème des caméras de cinéma à l'époque, c'est qu'elles étaient très bruyantes. Et donc, il fallait les mettre dans un caisson pour pas qu'on entende le bruit du moteur de la caméra. Donc, c'était des monstres. Il raconte qu'il y a un chef opérateur, un jour, il était allongé. Moi, j'ai vu ce film qui est absolument incroyable, où il joue un petit rôle d'un interne en médecine. Et à un moment donné, il est allongé. Et la caméra vient au-dessus de lui avec un chef opérateur de l'ancienne école qui quasiment était une sorte de dictateur et qui voyait hurler à côté de la caméra et tout. Donc pour lui, c'était un monstre. Et il a même qualifié de monstre préhistorique. Et donc d'un coup, Tavernier, il dit moteur, ça tourne. Et puis il tourne, et puis la caméra, c'est juste un petit œil qui vous regarde, et ça devient... c'est pas grave si la prise n'est pas bonne, on en fera une autre. Mais il n'y a pas tout cette espèce de sanctification de l'objet qui filme. Le protocole disparaissait, dit-il, en parlant. Absolument, c'est ça. Des tournages de Tavernier, ce qui est super ironique, mais souvent, le cinéma, c'est des hasards. Le rôle qu'il joue dans ce film n'était pas dans le roman de Simenon. Et il a été ajouté par Tavernier, par ses scénaristes, pour ce rôle. Il y a un film qui compte beaucoup dans la carrière de Jean Rochefort, c'est Un étrange voyage d'Alain Cavalier. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce film. Alors c'est un film très particulier, parce que Alain Cavalier est lui-même un cinéaste très particulier, qui a débuté en même temps que la Nouvelle Vague au début des années 60, et puis qui a suivi son petit bonhomme de chemin, qui a commencé à faire des films de plus en plus commerciaux, et qui a vécu un drame dans sa vie puisque son épouse est décédée. Il en a fait un film, Irène. Absolument. Et son épouse, qui était une comédienne qui s'appelait Irène Tunc. Et à ce moment-là, au début des années 70, il s'est lancé, je dirais, il a pris le maquis. Il est devenu un cinéaste qu'on appellerait aujourd'hui expérimental, qui en fait était en avance sur son temps. Parce que c'était quelqu'un qui n'avait plus besoin de tout le rituel du cinéma et qui essayait de trouver une liberté qui n'avait même pas été celle de la Nouvelle Vague, qui était une autre liberté, à laquelle il a accédé avec le numérique, puisqu'en fait, je dirais que la technique lui a donné raison. Et Un étrange voyage a la particularité d'être un film qui a été filmé à 3 ou 4, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une équipe réduite vraiment à sa plus simple expression, et puis il y avait 2 comédiens, donc Jean Rochefort et Camille de Casabianca, qui est la fille d'Alain Cavalier, et c'est l'histoire d'un père et de sa fille
qui partent à la recherche d'une femme qui est tombée d'un train, qui est leur mère et épouse, et ils vont suivre en fait tout l'itinéraire qu'a suivi le train, mais à pied. Et donc c'est un film assez incroyable, puisque on a l'impression qu'il est fait en temps réel. Il est basé beaucoup sur de l'improvisation, mais il est unique. Et c'est d'autant plus intéressant que Alain Cavalier ait demandé à Jean Rochefort, donc acteur du Sérail, très installé à l'époque, puisqu'on est en 80-81, de jouer ce rôle et d'aller à l'encontre de tout ce qu'il avait toujours fait jusqu'alors. Et pourtant, c'est resté, jusqu'à la fin, il a dit que c'était le film qu'il préférait, parce qu'il avait ressenti une liberté qu'il n'avait jamais ressentie comme ça nulle part ailleurs. Alors, hormis les cartons au box-office, comme on dit, qui ont été un éléphant, ça trompe énormément, ils iront tous au paradis. Il y a eu des périodes où Jean Rochefort n'était pas aussi au pinacle que ça. Et il a une phrase, aux alentours de la quarantaine, où il dit, je crois, « Je suis très fier des films que je n'ai pas faits. » Parce que visiblement, il devait recevoir des scénarios qui n'étaient pas toujours à la hauteur de ses ambitions. Oui, parce c'est toujours facile de juger la carrière d'un comédien sur les films qu'il a fait. Mais le plus intéressant, et moi ça m'intéresse toujours quand j'écris sur un acteur, c'est de chercher ceux qu'il aurait aimé faire et qu'il n'a pas pu faire, ou surtout ceux qu'il a refusés. Parce qu'en se disant, il est peut-être passé à côté de la gloire en refusant tel film qu'il aurait rendu célèbre 15 ans plus tôt. Parce que ça repose sur peu de choses finalement. Mais finalement, il a eu une carrière qui ressemble à celle de son ami Mariel. Il est devenu à la mode en se bonifiant. C'est-à-dire que c'est des acteurs, même Noiret, c'est des gens qui sont arrivés à la quarantaine et là, ils étaient prêts. C'est-à-dire qu'ils correspondaient à quelque chose. C'est pas des jeunes premiers, quoi. Or, on a tendance à réduire le cinéma à des jeunes premiers. C'est vrai que Belmondo, c'est quelqu'un qui est devenu célèbre très très jeune. Et quand on regarde la carrière de Belmondo et celle de Rochefort, finalement, il n'y en a pas une qui est extrêmement supérieure à l'autre. Finalement, on retrouve à peu près la même proportion de grands rôles ou de bons films chez l'un ou chez l'autre. Sauf qu'il y en a un qui a été une superstar et l'autre qui a été une vedette. C'est pas tout à fait pareil. Superstar Belmondo, dont la fin de carrière a été compliquée quand même. Ah, absolument. Mais alors après, rentre en ligne de compte d'autres choses. Probablement absolument. Pour des choix aussi. Oui. Des choix sans doute malvenus avec le recul. On va écouter un film. Je ne sais pas si on a assez insisté sur le fait que dans Le mari de la coiffeuse, Jean Rochefort jouait peut-être l'alter ego de Patrice Lecomte. En 10 ans de vie commune, nous n'avons connu qu'une seule dispute, pour un motif d'ailleurs stupide. Elle avait épuisé toutes les ressources de lecture possibles dans la pile des magazines. Elle avait regardé un peu dehors, mais la rue n'offrait ce jour-là qu'un spectacle sans intérêt. Elle avait promené son regard sur le salon vide, et elle m'avait dit... Tu veux que je te coupe le cheveu? Ah oui, je veux bien, oui. Et je m'étais retrouvé sous la chasuble bleue fermée par du velcro. Tout en me coupant les cheveux, elle me dit... Tu savais que Fernand Reynaud avait une faciale Vega? Elle avait dû voir une photo ou lire l'information dans une revue quelconque, et moi, très stupidement, je lui répondis sur un ton ironique. Ah bon, il s'est conduit à cet abruti? J'avais toujours méprisé ce fantaisiste, et Mathilde l'admirait beaucoup. Elle avait haussé les épaules en poussant un soupir agacé que je ne lui connaissais pas, et avait terminé la coupe nerveusement, sans un mot. Ce fut notre seule dispute. Mais elle m'avait beaucoup troublé. Le mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte, film culte à l'étranger, qui n'a pas très très bien marché en France. Bon, alors, on reparlera de Patrice Lecomte juste après. Mais ce qui est très cocasse, c'est que là il dit Fernand Reynaud c'est abruti, alors que le vrai Jean Rochefort dans la vraie vie non seulement aimait beaucoup Fernand Reynaud, mais il a travaillé sur un spectacle sur Fernand Reynaud. Alors il a travaillé sur un spectacle sur Fernand Reynaud, mais surtout quand il travaillait au Halles, il lui arrivait d'aller dans un bistrot au milieu de la nuit et il voyait Fernand Reynaud qui lui-même sortait d'un spectacle et ça l'avait marqué. Parce que les gens demandaient à Fernand Reynaud, les gens du café qui étaient peut-être un peu aussi avinés, ils disaient à Fernand Reynaud, allez, fais ton sketch là, les croissants, vas-y. Donc ils le traitaient un peu comme un
comme un copain, mais pas de façon très, très gentille. Donc il l'a vu humilié, en fait. Il l'a vu dans cette situation d'humiliation. Et après, lui est revenu vers Fernand Reynaud autrement, effectivement, parce qu'il a vu tout le sel qu'il y avait dans ses textes, et à quel point il y avait autre chose que simplement un type qui était un comique. Il y avait une vraie poésie. Donc, on en déduit donc que celui qui n'aime pas Fernand Reynaud, c'est le réalisateur du film, Patrice Lecomte, qui est déjà venu 2 fois dans cette émission. Donc, probablement. Qui appréciera, je pense, l'allusion. Mais quand on voit, au début du film, Jean Rochefort danser sur de la musique arabe, du raï, les cheveux courts comme on ne les lui a jamais vus, connaissant l'obsession de Patrice Lecomte pour les cheveux courts, puisqu'il en a même fait un roman, on se dit que la frontière est hyper mince, et c'est ce qui fait sans doute la grandeur de ce film, non ? Absolument, mais de toute façon, on voit dès le début que Patrice Lecomte a mis beaucoup de lui-même, parce que la scène d'ailleurs qu'on entendait où il évoque les maillots de bain en laine de l'époque, c'est quelque chose que Patrice Lecomte a vécu enfant et qu'il a un petit peu traumatisé. Je voudrais qu'on parle des rapports de Jean Rochefort avec les femmes. Pierre Granier de Fer dit de lui, c'est dans votre livre, c'était un séducteur sournois. Oui, parce qu'effectivement, Jean Rochefort n'avait pas, c'est pas méchant de dire ça, mais c'était pas, il portait pas les stigmates du séducteur. C'était pas justement, il y avait son copain Belmondo qui lui-même ne correspondait pas à la norme en vigueur à l'époque et qui était le comble du séducteur. Il y avait dans le cinéma français, il y avait en gros Belmondo, Alain Delon, et puis les autres avaient les miettes. Et Rochefort, comme Marielle, un peu moins Noiret, faisait partie de ces types qui étaient, c'était le remplaçant, quoi. C'était le deuxième. C'était jamais celui qui était en première ligne. Et donc il était obligé d'utiliser d'autres facettes de sa personnalité, et notamment sa séduction. Elle passait notamment par son esprit et puis par un humour un petit peu décalé, quoi. Et ça a été mais ça a été quand même assez compliqué, parce que dans Le mari de la coiffeuse, on apprend dans votre livre qu'il y a une séquence où à un moment il remonte sur le tournage, et c'était pas prévu, je crois, ses mains remontent de manière assez ferme sur les fesses de son amoureuse, et l'actrice Anna Galliena n'était pas prévenue. Il y a quelque chose de l'ordre, je pense pas qu'il cherchait à mal, c'était juste qu'il voulait exacerber la sensualité de son personnage à une époque du politiquement correct. Alors, selon Patrice Lecomte, que vous connaissez bien, les relations entre Rochefort et Anna Galliena sur le film ont été exécrables. C'est-à-dire qu'il l'a prise en grippe dès le début, et donc il a fait tout ce qu'il pouvait pour l'humilier. Donc ça fait partie des humiliations que Patrice Lecomte, d'ailleurs cette humiliation-là, il l'a découverte a posteriori, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas prévenu quand il a fait ça. Mais il lui a fait des remontrances. Mais oui, tout à fait. Et c'était compliqué. Et il a toujours dit, d'ailleurs, c'est assez intéressant, puisque vous voulez qu'on parle de Patrice Lecomte. Lecomte m'a dit, ils ont fait quand même beaucoup de films ensemble. Ils ont fait un premier film qui a été une catastrophe, qui a failli avoir raison de sa carrière, parce que justement, Rochefort n'a pas fait grand-chose pour l'aider, et ni pour le sauver. Et après, il m'a dit, on a beau avoir toujours fait des films ensemble, avoir une complicité artistique, il dit, je méfierai jusqu'à la fin de Jean Rochefort, parce que je sais qu'au dernier moment, il peut faire un coup de Trafalgar. Les anecdotes, il y a des anecdotes sur les Césars, où quand le tandem n'a rien, il se retourne, il dit, n'a aucune victoire, et il dit, oh mon Dieu, quelle branlée on a prise. Oui, il y avait un côté quand même, de ce côté-là, il n'était pas très, très, très charitable, hein. C'était un homme libre, un esprit Absolument. libre. Et puis ensuite, pour le mari de la coiffeuse, quand Lecomte lui dit, surtout, ne dis rien. Et en fait, si on n'a pas de prix, Jean Rochefort ne dit rien, mais il fait à chaque fois le petit geste 0, 0, 0 pointé. Alors, il disait de son couple avec Nicole Garcia, qui a duré 7 ans, la durée connue pour un couple au cinéma, Nicole Garcia a longtemps cru qu'un cheval est carnivore. Ça ne pouvait pas durer entre nous.
Oui, en fait, il exprimait là, dans cette phrase, le fait que justement Nicole Garcia était allergique à la campagne. C'est-à-dire qu'elle était comédienne, elle était, elle, au début de sa carrière, et elle se rendait bien compte que si elle allait vivre à la campagne, ça risquait d'être un petit peu compliqué, d'être éloignée de la vie parisienne, donc de là où tout brille, quoi. Et leur union, comme je vous disais, a été sporadique, en fait. Et c'était pas un couple qui vivait vraiment ensemble. Il allait chez elle à Paris de temps en temps, elle venait de temps en temps, le moins souvent possible, à la campagne, parce qu'il habitait quand même dans la grande banlieue parisienne. Et quand j'ai rencontré Nicole Garcia pour parler de lui, elle m'a sorti cette phrase absolument incroyable. C'était donc il y a une dizaine d'années. Elle m'a dit « Je ne me rappelle de rien, je ne sais même pas combien de temps nous avons vécu ensemble. » C'est quand même fou. C'est incroyable, hein. Il y a un autre passage dans votre livre où elle dit, quand la relation s'effiloche, elle dit « J'ai joué le grand air de l'abandon ». Et je trouve ça très beau parce que c'est une femme amoureuse, mais elle raconte ça comme une actrice. C'est-à-dire, j'ai joué le grand air de l'abandon. Comme pour dire qu'il y avait aussi une partie de jeu entre eux, même dans leur manière de rompre. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai... Oui, tout à fait. Non, mais c'est absolument exact. Alors, pour être tout à fait correct, quand j'ai envoyé mon livre à Nicole Garcia, je l'ai recroisé quelques temps après, et elle me dit, vous savez... La semaine dernière, avec Pierre, donc son fils, leur fils, elle me dit, on a regardé le cahier photo de votre livre et tout ça, ça nous a rappelé plein de souvenirs. Ah, c'est beau, donc ça. c'est marrant parce qu'elle disait qu'elle se rappelait de rien et en même temps, c'est super. Elle avait besoin des photos pour se souvenir, quoi. Et il y a une photo très belle dans votre livre, c'est la photo du mariage, le dernier, de Jean Rochefort avec Françoise. Il y a Belmondo, on aperçoit même Monique Chaumette, l'épouse de Noiret, derrière. Et je crois que l'alliance ne rentrait pas. Oui, c'est assez extraordinaire, ça. On se dit, c'est quand même fou, quoi. C'est-à-dire qu'un mariage où où le marié met l'alliance de son épouse et elle n'est même pas à la bonne taille, c'est fou, quoi. J'ai trouvé ça, c'est cocasse et en même temps ça va avec le personnage aussi. Alors il y avait des créatures qui étaient peut-être plus simples pour Jean Rochefort à, entre guillemets, apprivoiser que les femmes. Alice la Rennaise encore? Non. Ce sont les chevaux. Je sais que Baloubet aime les bons sols, comme je viens de le dire plus haut. C'est un couple de légende. Ils ont gagné, je crois, 3 ou 4 fois la Coupe du Monde. Exactement, oui. C'est un cheval français. C'est un cheval français. Fils de Galoubet. Et ce couple est un couple, le couple de légende, peut-être, de l'équitation mondiale. Mission délicate pour Rodrigo qui monte Baloubet, un cheval assez vieux. Donc Jean Rochefort, c'était un artiste un peu à l'américaine, c'est-à-dire polyactif. On n'imagine pas du tout Philippe Noiret, que j'admire autant que Rochefort, commenter ça. Il faisait tout. Je crois qu'il était notamment, on l'apprend dans votre livre, très fier d'un prix du meilleur commentateur des compétitions équestres une année. Mais évidemment, là on parle du cheval dans ses grandes largeurs. Vous en parliez tout à l'heure de son amour pour les chevaux. Oui, c'est quelque chose qui a été vraiment... Alors ça a mal commencé. C'est-à-dire qu'au début des années 60, il a entraîné son ami Philippe Noiret en Camargue pour découvrir les chevaux. Et en fait, ça s'est pas si bien passé. En fait, il vivait sur une expérience très ancienne d'être enfant. Il avait le souvenir d'être allé en vacances avec ses parents. Et puis, c'était pas ça. Le cheval, c'était pas son truc. C'était des petits chevaux. Et c'est en fait Noiret qu'il a quasiment entraîné, au sens l'a embarqué dans cette aventure, parce que Noiret c'était un de leurs points communs, était extrêmement intéressé par les chevaux. D'ailleurs, les mémoires de Philippe Noiret s'appellent Mémoires cavalières, ce qui en dit long. Et ça a été un point commun entre les deux très important. Et donc, quand ils sont allés en Camargue, ils sont revenus, ils se sont achetés quand même des petits chevaux. Et puis, petit à petit, avec le temps, dans la mesure où ils se sont installés, à un moment donné, ils étaient même voisins à la campagne, et ils avaient leurs chevaux qu'ils allaient monter tous les matins, et tout ça. C'était une vie de gentleman farmer, on pourrait dire. Il dit, vous le citez dans votre livre, que pour lui, discuter tout un après-midi avec un maréchal Ferrand,
c'est peut-être aussi important que de discuter avec un metteur en scène international. Oui, je pense qu'alors là, pour le coup, il était extrêmement sincère et que cet amour des chevaux passait par tout ce qui allait avec. Et c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'il a rencontré Guillaume Canet, qui à l'époque se destinait à devenir cavalier. Et puis il l'a vraiment, entre guillemets, pistonné et il l'a aidé à arriver au cinéma. Donc il pouvait être comme ça. C'est une des fois où il a mélangé les deux métiers, on va dire. Je me shoote au crottin, disait Jean Rochefort, quand il avait des coups de blues, au lieu de prendre de la cocaïne, il se shootait au crottin, parce que vraiment, ses chevaux, il s'en occupait de A à Z, la terre, la nourriture. Et puis, vous l'avez cité en début d'émission, il a aussi travaillé sur des transplantations embryonnaires, et il l'a pas fait pour jouer les Frankenstein, il l'a fait pour lutter contre, là aussi, l'impérialisme américain. C'est dans votre livre, qui produisait des chevaux à tire-larigot sans se soucier. Aujourd'hui, on parle du bien-être animal, mais c'est allé au-delà de ça. Mais c'est vrai, on pourrait dire que c'est une sorte de pionnier du bien-être animal. Il a été un des premiers, d'ailleurs, dans des commentaires qu'il a fait des Jeux Olympiques, des épreuves équestres, ça s'entendait. Et quand il disait qu'il était fier d'avoir eu ce prix de commentateur, d'animateur, c'est aussi parce que personne ne s'y attendait. Mais il y a des gens qui regardaient les épreuves équestres qui les auraient jamais regardés si Jean Rochefort ne les avait pas commentés. Mais en revanche, à la rédaction de France Télévisions à l'époque, les commentateurs sportifs en titre étaient furieux. Parce qu'ils disaient, qui est ce type qui n'a rien à faire là? C'est un acteur, pourquoi il vient nous prendre notre pain quotidien et surtout le moment suprême des Jeux Olympiques? Alors qu'en fait, il avait une façon de parler de ça qui était celle d'un homme du sérail qui connaissait ça très très bien. Jean Reno me disait un jour que souvent pour préparer les rôles, il faisait la méthode Gene Hackman, c'est-à-dire qu'il essayait de trouver son totem animal. Gene Hackman, vous savez, c'était pour French Connection, je crois, c'était comparé à un ours. Et dans votre livre, j'ai trouvé une très belle phrase de Jean Rochefort où il dit que, en fait, son point commun entre lui et le cheval, c'est que le cheval est un animal qui est toujours préparé à fuir. Quand on l'approche, il peut fuir. Il n'y a pas tant d'animaux comme ça qui fuient. Et c'est un peu une métaphore de Jean Rochefort, l'homme. C'est un homme qui n'a jamais voulu être cadenassé, vraiment, dans ses réputations. Non, c'était... Alors, pour le coup, c'était vraiment quelqu'un d'insaisissable. C'était quelqu'un... Alors, en plus, il avait... Faut être honnête, il avait un caractère très particulier. C'est-à-dire qu'il était un peu cyclotimique. Et j'ai le souvenir d'une... Il devait... l'émission Un jour un destin devait lui consacrer... une émission entière, et là il se trouve que c'est le moment où j'ai écrit mon livre, et la réalisatrice de cette émission m'a contacté, et elle m'a dit on pourrait travailler un petit peu ensemble, s'entraider et tout. Elle me dit nous on va voir Jean Rochefort demain, donc je vous appelle après. Et puis elle va voir Jean Rochefort, elle m'appelle, elle me dit ça s'est très bien passé, il est adorable, il est partant et tout. Le surlendemain elle me rappelle, elle me dit vous allez pas croire ce que je vais vous dire, Jean Rochefort nous a fait rappeler, il nous a pas rappelé lui-même, il nous a fait rappeler pour nous dire qu'il ne voulait plus jamais entendre parler de nous. Donc il pouvait être comme ça, il avait donné son accord un jour et le lendemain il l'a retiré complètement. Mais quand l'émission a été terminée, on lui a quand même envoyé une invitation lui demandant est-ce que vous voulez venir voir l'émission et éventuellement intervenir à la fin de l'émission. Et en fait il y est allé. Et il est intervenu à la fin de l'émission. Mais il paraît que sur le plateau, quand il a découvert les images, il a été sidéré. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils aient fait un tel travail. Mais vous qui êtes journaliste et qui fréquentez beaucoup de vedettes, vous ne trouvez pas que c'est mieux, finalement, ces caractères entiers, que ces gens qui sont toujours en sourire permanent, en relations publiques, et qui disent par derrière le mal qu'ils n'osent pas dire parfois frontalement ? Alors, je suis d'accord, la sincérité est quelque chose de très précieux. En revanche, le fait de pouvoir changer comme ça d'avis et basculer d'un extrême à l'autre en une nuit, parce que là c'était une nuit, c'est un peu déconcertant. Je l'avais croisé dans la rue, Jean Rochefort, 2 ans avant sa disparition, dans le 7e, j'avais osé l'aborder. Et il m'avait raconté très vite qu'il était furieux du fait que sur son livre de souvenirs,
Il disait qu'il avait déterré beaucoup de lièvres sur la manière dont justement les chevaux étaient traités en France, et même certaines considérations politiques. Et il a dit personne n'en a jamais parlé dans les médias. Il disait j'en revenais pas, mon livre il fait 100 pages, il est pas très long et on me parle toujours des mêmes choses sur ma carrière. Il était souvent assez en colère contre l'injustice ou plutôt l'impréparation des choses, je sais pas. Oui, mais alors c'est là où effectivement c'est un paradoxe parce que c'était pas vraiment ce qu'on peut appeler un acteur engagé, mais même s'il a pris fait et cause sur certains sujets, dont les sans-abri. Mais peut-être que c'est aussi parce que lui, quand il a fait la promotion de son livre, il n'a pas insisté là-dessus. Peut-être parce qu'il répondait simplement aux questions qu'on lui posait. Dans votre livre, il dit « Derrière ma moustache, je dissimule mon hypocrisie. L'hypocrisie est non seulement nécessaire, mais bienfaisante. L'hypocrisie est non seulement nécessaire, mais bienfaisante. Elle fait partie des codes sociaux, elle arrondit les angles. » Donc il savait en gros aussi quel jeu il fallait jouer, et surtout ne pas sans arrêt être dans le... Oui, on est tous heureux tout le temps. Et il connaissait les vertus de sa moustache parce qu'à un moment donné, il n'avait pas de moustache. Donc il voyait bien la différence aussi. Alors on ne peut pas ne pas parler en fin d'émission de ce film qui n'a jamais vu le jour dans sa version initiale, donc Don Quichotte de Terry Gilliam. Là, on a vraiment l'impression, j'allais dire, c'est une fin de règne, puisque le film parle de Don Quichotte. Mais c'est terrible ce qui est arrivé à Jean Rochefort sur ce film. C'est un effondrement, c'est-à-dire que c'est un film, alors Terry Gilliam, on connaît, qui est un réalisateur de tous les excès, qui veut adapter d'un coup Cervantes, qui choisit Johnny Depp, Vanessa Paradis, couple à la ville. À la ville, absolument, et rien ne va. C'est-à-dire qu'ils vont tourner dans un endroit qui est en fait un terrain d'exercice militaire, il y a une tornade qui détruit une partie du décor. Enfin, en l'espace de 3 jours, il se passe une série de catastrophes incroyables et qui font que du coup tout est arrêté. Et tout ne reprendra que des années après avec d'autres acteurs, dans un truc. Et moi, je me suis toujours demandé, je me suis dit, qu'aurait pensé Jean Rochefort s'il avait vu cette version ? Parce qu'en plus, en revenant de ce tournage, il a été frappé d'un lumbago absolument terrible et de quelque chose de beaucoup plus grave même, qui a fait qu'en fait, jusqu'à la fin de sa vie, après, il a été quand même diminué. Donc c'est en fait ce film qui l'a détruit. Et je me trompe ou Terry Gilliam lui avait fait la promesse de lui demander pour le film qu'il a vraiment fait sur Don Quichotte de valider le personnage qui jouerait Don Quichotte, non ? À ma connaissance, il ne l'a pas fait. Hein. Enfin, en tout cas, Jean Rochefort n'a rien validé du tout. Je voudrais qu'on parle un petit peu, avant d'écouter le dernier extrait, de ses influences, de ses inspirations de Jean Rochefort. Et dans votre livre, il dit que c'est grâce à Delphine Seyrig, donc une femme, qu'il a compris qu'un acteur d'apparence réservée peut troubler davantage qu'un comédien qui prétend se donner. Et c'est vrai que quand on pense à Jean Rochefort, on pense souvent à l'exubération, ce côté bête de scène, mais il y a quand même beaucoup de films dans lesquels il ne fait rien. Et c'est très parlant. Mais ce qui était nouveau à l'époque, parce que ça allait à l'encontre de tout ce qu'on apprenait, y compris au conservatoire. C'est-à-dire que c'était au conservatoire, on était dans le spectaculaire. L'année où il était au conservatoire et où Annie Girardot a été primée chez les comédiennes, quand on regarde les textes que passaient les comédiens, c'était des textes qui leur permettaient de s'exprimer en tant que comédien, justement. C'était rien dans la retenue. Et c'est en jouant au théâtre les premières pièces d'Harold Pinter avec Delphine Seyrig qu'il a réalisé que le jeu d'acteur, ça pouvait être le contraire, ça pouvait être tout en retenue. Et donc ça a été une expérience, je pense, déterminante à un moment où il n'était pas encore connu, notamment au cinéma, et où il aurait pu être tenté de jouer comme on jouait à l'ancienne. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle les gens de la Nouvelle Vague l'ont pas pris, parce qu'ils voulaient des comédiens nature, ils voulaient des gens qui soient... Delphine Seyrig, elle a tourné notamment avec Truffaut, elle a un jeu d'une modernité. Alors aujourd'hui c'est amusant parce qu'aujourd'hui il est de bon ton de la redécouvrir, on la redécouvre de façon saisissante.
à la fois parce que ça a été une pionnière du féminisme et parce qu'elle a un jeu absolument extraordinaire. Et il y a un film qui est ressorti très récemment, qui est Jeanne Dillman de Chantal Akerman. Le film du siècle. Voilà, qui a été désigné comme le film du siècle, effectivement, par des journalistes internationaux en plus, donc ce qui est étonnant. Et les gens qui n'aiment pas ce film disent, oui, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie et qui épluche des patates. Sauf que la façon dont Delphine Seyrig épluche des pommes de terre, elle est inoubliable et c'est le fruit d'un travail d'actrice extraordinaire. Rappelons que ce film a délogé Citizen Kane. Absolument. De la première place. On va écouter donc un dernier extrait, un film de Fernando Trueba, L'artiste et son modèle. Une lumière comme ça, tu peux pas l'inventer. Faut en profiter. À l'extérieur, tout bouge. Même la lumière, comment tu veux attraper ça? Et toutes ces feuilles, il y en a des milliards, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Tu pourrais vivre 150 vies, tu donnerais encore un aperçu. Je ne sais pas vous, Jean-Philippe Guérand, mais moi je suis très heureux que ce film existe, pour Jean Rochefort aussi. Moi je trouve que c'est un film magnifique. D'abord parce que Fernando Trueba est un grand réalisateur espagnol très méconnu. Et ensuite parce que il a une façon de filmer en noir et blanc, Jean Rochefort, qui joue le rôle d'un sculpteur, dans laquelle Rochefort, justement, exprime sans doute ses souvenirs de son ami peintre, qui a été très important au début de sa carrière. Et je pense qu'il a un rapport à l'art qui est pas très déterminé, c'est pas fondamental, c'est pas un type qui collectionnait les œuvres d'art. Mais je trouve qu'il a réussi à interpréter ce sculpteur de façon incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on y croit. On croit qu'il est effectivement, que c'est un homme qui s'exprime avec ses mains. Or, c'est un acteur. Donc, je trouve c'est intéressant d'ailleurs parce que dans le film, il est quand même doublé. C'est-à-dire que c'est pas ses mains qu'on voit. Donc, il y a quand même cette réserve qu'a prise et ce recul qu'a pris Fernando Trueba. Mais je trouve que quand on le regarde, quand on le voit dans son comportement quotidien, il n'y a pas de doute, quoi. Il a vraiment investi son personnage. Et il y a un petit côté autoportrait aussi, c'est-à-dire qu'il arrive à la fin de sa vie. Ça m'a fait penser à Burt Lancaster dans 1900 de Bertolucci, où on le voit, vieux monsieur n'arrivant plus à plaire aux jeunes femmes. Et dans votre livre, Jean Rochefort dit, puisqu'il peint donc une jeune fille, et je crois qu'il a pleuré pendant le tournage, pendant une séquence, parce que en s'approchant de cette jeune fille, très près d'ailleurs, très près, il dit: je dis adieu à toutes mes copines. Sous-entendu, je dis adieu à mon passé amoureux. C'est bouleversant. Par ailleurs, c'est intéressant parce que le film s'appelle L'artiste et son modèle. Il s'appelle pas le sculpteur et son modèle. Donc raison. Je pense que c'est aussi une façon de dire que c'est aussi un portrait de Rochefort. Il suivait une psychothérapie ? Absolument, et je pense que ça lui était très utile. Puisque vous dites qu'avant d'aller voir Philippe Noiret sur son lit d'agonie, il ne voulait pas y aller. Et vous dites dans son livre, il avait trop peur de voir Philippe Noiret diminuer, et dans votre livre, si ma mémoire est bonne, vous dites qu'il a appelé son psy du matin, et son psy lui dit: il faut y aller. Oui, et alors je sais, pour en avoir discuté avec un comédien qui était très proche de Philippe Noiret, qu'il lui reprochait beaucoup d'être venu vraiment très tard, quoi. Il dit qu'il n'a pas osé être confronté à Philippe Noiret, qui était malade depuis longtemps, et parce que sans doute ça a éveillé trop de choses, et ça c'est quelque chose qu'on peut aussi respecter, bien évidemment. Mais souvent il dit, enfin moi je l'ai appris dans votre livre, c'est qu'après la mort de Noiret, Jean Rochefort se disait souvent: mais qu'est-ce que Philippe aurait fait à ma place ? Oui, parce qu'il y a toujours eu la complicité de ces comédiens de cette génération, c'est qu'ils ont continué perpétuellement à s'appeler, à se voir, même ils jouaient plus forcément ensemble très souvent, mais ils avaient besoin les uns des autres. Il y avait quelque chose de fusionnel là-dedans. Est-ce que Jean Rochefort, c'est pas le chaînon manquant entre Peter Sellers, un acteur qu'il adorait, et Sioran, un philosophe? Oui, désespéré. Désespéré. Oui, c'est ça. Non, mais tout à fait. Il est exactement entre les deux. C'est-à-dire qu'il il aurait aimé être un clown,
mais en même temps, c'était un clown qui enlèverait son masque et qui dessous serait en larmes. Ça le définit bien, je pense. On parle beaucoup de Brigitte Bardot aujourd'hui pour la série qui passe à la télé. Il a tourné avec Brigitte Bardot et c'est à la fois un bon et un mauvais souvenir. Je cite votre livre. Le bon souvenir, c'était de tourner avec une actrice qu'il admirait, je pense, au-delà de et dont beauté. Il était dans le film quand même le mari, donc quelle gloire. Mais je crois qu'il y a une séquence dans un aéroport où il y a un public massé qui est venu voir Bardot, qui ne connaît pas Jean Rochefort, et ils disent de lui « Mais qu'est-ce qu'il est moche, ce mec !» Oui, c'est absolument atroce, ça. C'est effectivement, mais je pense qu'alors pour le coup, ça reflète extrêmement bien le phénomène Bardot tel qu'il est montré d'ailleurs dans la série de Daniel Thompson. Je crois dans le dernier épisode où effectivement on la voit au moment où elle attend son fils, où elle est enceinte et tout ça, et où elle est harcelée par des gens. Et notamment une femme dans un ascenseur, qui est un hommage aussi à un autre film de Brigitte Bardot qui est Vie privée. Et je pense que ça montre l'enfer aussi, quelque part. Et que ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que je pense qu'à ce moment-là, eh bien, Rochefort a perçu ce qu'aurait pu être son métier s'il avait été une star, même si c'est moindre peut-être pour les hommes que pour les femmes. Et Bardot lui dit 4 mots. Ne les écoute pas. Sous-entendu, c'est con. Absolument. Alors là, pour le coup, c'est prophétique. Est-ce que vous êtes... Je voudrais qu'on parle avant le petit questionnaire rituel on va faire un petit « et si ». Jean Rochefort, il a eu des projets qui ont avorté. Et notamment, je suis tombé des nues, je ne le savais pas, il aurait voulu faire le film sur Walter Mitty. Oui, parce que c'était un des films qu'il avait marqué dans son enfance et qu'il était fasciné. Mais alors, il y a beaucoup de comédiens de cette époque qui ont été également fascinés par un comédien américain qui s'appelait Danny Kaye, qui est aujourd'hui totalement oublié et qui a eu un énorme succès dans l'immédiate après-guerre et jusqu'à la fin des années 50 à peu près. Et La vie secrète de Walter Mitty, c'est un film dans lequel il rêve sa vie sous plein de formes, et donc pour un comédien c'est absolument formidable parce que c'est l'occasion de jouer plein de rôles, de se changer, c'est extraordinaire quoi. C'est devenu un film américain. Absolument, mais alors c'est aussi le modèle, c'est assez marrant parce que c'est aussi le modèle de Pierre Richard. Ah. Oui, Pierre Richard dit qu'il est devenu comédien par fascination pour Danny Kaye. Alors, dans les « si », sachez, chers auditeurs et auditrices, que Jean Rochefort a refusé de jouer le général de Gaulle. Oui, alors ce qu'il a, et alors là pour le coup c'est vraiment dommage, parce qu'on dirait qu'il avait le physique de l'emploi, quoi. Il avait cette maigreur, il avait cette stature, et puis il avait une tenue, il y avait quelque chose qui fait que là on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être grand, je pense. Et puis un jour, il y a l'amiral de Gaulle, c'est-à-dire le fils du général, qui, à la fin d'une projection d'un film, je crois, vient saluer Jean Rochefort, qui n'était que acteur. C'était peut-être le Crabe-Tambour, non ? Oui, absolument. Et il snobe le frère de Rochefort, qui lui était commandant. C'est-à-dire que l'amiral de Gaulle va saluer l'acteur et pas le vrai militaire. C'est ça qui est assez extraordinaire. Oui, c'est parce que... Alors bon, je pense pas qu'il avait reconnu son père non plus, mais... Non, mais je pense qu'effectivement, c'était... Alors, il dit toujours, parce qu'il a eu des relations très très difficiles également avec son frère, qui était sur le même modèle que son père, je pense, qui était un homme droit dans ses bottes, et c'est au point qu'il racontait qu'au moment de l'enterrement de son frère, qui était un homme qui avait fait Polytechnique, et qui avait fait une carrière extraordinaire, la carrière dont rêvait son père, eh bien, même sur la tombe de son frère, ils en sont venus aux mains. Tellement ça s'est mal passé. Il y avait vraiment un ressentiment extraordinaire, quoi. On a ouvert l'émission en musique, en parlant de ses accointances avec la musique. On va la finir en musique. Il y a une célèbre chanteuse française qui était membre du jury à Cannes il y a 2 ans, qui vouait un grand culte à Jean Rochefort, c'est Mylène Farmer. Absolument. Elle lui a offert, je crois, des chaussures ? Absolument. Des chaussettes, pas des chaussures. Elle lui a offert des chaussettes, et surtout, ils ont eu un projet de film ensemble qu'aurait dû réaliser le compagnon d'alors de Mylène Farmer, qui est l'écrivain Marc Lévy. Et quand j'en ai parlé à Marc Lévy, il m'a confirmé que Jean Rochefort devait tourner dans le film, qui n'a jamais vu le jour. Ces petits tambours veulent dire, Jean-Philippe Guérand, que c'est l'heure du questionnaire rituel. Vous êtes prêts ?
Je suis prêt. Enfin, je vais essayer. Question courte, réponse courte. Où étiez-vous le 31 décembre 1999 à 23h59 ? Eh bien, j'étais en train de dîner avec des amis qui habitaient dans le même immeuble que moi et on regardait par la fenêtre en se demandant, c'était boulevard Voltaire à Paris, et on regardait par la fenêtre en se demandant ce qui allait se passer à minuit. Et en fait, la seule chose qu'on ait remarqué, c'est que la boulangerie qui était en face de chez nous était ouverte et qu'il y avait la queue. Et la queue devant la boulangerie, elle a duré jusqu'à 4h du matin. Donc c'était assez surréaliste. C'est beau presque. Oui. C'est beau. Un de vos confrères, Michel Chion, oui, que je connais bien, oui. était à votre place il y a 10 ans. Il nous disait que lui, ce jour-là, à cette heure-là, il était devant le Génitron, vous savez, qui est devant Beaubourg et qui a décompté pendant plusieurs années les secondes qui nous séparaient. Et il disait, j'étais super déçu, il s'est rien passé. Quel est le livre que vous avez le plus offert, vous qui en avez beaucoup écrit ? Le livre que j'ai le plus offert, c'est sans aucun doute, c'est L'Attrape-cœur de Salinger. Ça, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais, je sais pas, 18 ans. C'est un livre qu'on adore à l'adolescence. Je pense pas qu'on puisse le lire quand on a 50 ans, quoi. Enfin, on peut toujours le relire. Mais le lire la première fois, c'est un peu différent. Et je sais que je l'ai offert à un nombre de gens de toute génération, toujours. C'est le livre que j'offre en priorité. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un dîner en tête-à-tête, ce serait qui ? Léonard de Vinci, pour essayer de comprendre comment il a pu inventer l'hélicoptère, peindre ce qu'il a peint, et fait tout ce qu'il a fait, parce que c'est absolument incroyable. Est-ce que vous avez déjà pensé à la musique que vous voudriez que vos proches entendent lors de vos funérailles ? Oui, je pense que j'aimerais que ce soit une musique de Bernard Herrmann, le compositeur d'Hitchcock, et si je pouvais faire qu'elle soit interprétée par Glenn Gould, ça serait encore mieux. Mais il faut ressusciter Glenn Gould. Oui, Bernard Herrmann, ça serait mieux. Quelle est la dernière fois que vous êtes passé devant la maternité où vous êtes né ? Alors c'est très étrange, je n'y suis jamais passé parce que je suis né à Nice où mes parents ne sont pas restés et moi je vais à Cannes en général mais pas à Nice et donc je ne suis jamais passé devant la maternité. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée en vagabondant au détour d'un couloir ? Vous vous retrouvez face à une peinture, un dessin, une sculpture et vous marquez un temps d'arrêt et vous dites mais en fait c'est moi que je suis en train de voir ? Jamais. Ou alors c'était un miroir. Si demain matin, vous pouviez tout prendre avec vous, tout, votre travail, vos amours, vos animaux de compagnie, dans quelle ville demain matin à 9h vous télétransportez ? C'est une bonne question. Je pense que j'aimerais habiter à New York. C'est très banal. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un depuis très longtemps et que vous décidez d'enterrer la hache de guerre en disant « Allez, je vais faire un geste vers lui ou vers elle. Quel est le DVD que vous envoyez par la poste pour que votre message soit clair ? Une journée particulière des Torres Scola. Une explication ? Oui, parce que c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Alors, il ne s'agissait pas forcément d'un homme et d'une femme dans ce que vous disiez, qui bavardent, enfin qui discutent un jour de visite de Mussolini. Et je trouve que ce mélange de conflits, d'entente, je trouve que c'est un film dans lequel il y a tous les sentiments humains, et je trouve que ça conviendrait parfaitement. Est-ce qu'avant de prendre de grandes décisions, personnelles ou professionnelles, vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel ? Lucie Borletot, qui est une comédienne dont le nouveau film vient de sortir, nous racontait, désolé, c'est un peu trivial, elle nous disait qu'elle se caressait les seins. Et j'ai trouvé que c'était courageux d'ailleurs de dire ça, jusqu'à ce que là, c'est comme en fait si le lait devait sortir. Je n'ai jamais essayé, mais pourquoi pas ? Mais est-ce que vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel ? Aucun. Alors parlez-nous de votre actualité, rapidement, Jean-Philippe Guérand, en tant qu'auteur. Eh bien, en tant qu'auteur, je travaille sur plusieurs projets différents, mais qui sont actuellement dans les limbes, je dirais, parce que c'est des projets de très longue haleine qui ne sont pas forcément très faciles à éditer. Et puis, également du côté du documentaire. J'ai collaboré à un documentaire sur Bernard Blier et ça m'a donné envie de me tourner vers ce domaine. Et à quel film étaient consacrés les derniers numéros de l'avant-scène ? Eh bien, le dernier numéro est consacré au Faucon Maltais. C'est dans le cadre du centenaire de la Warner.
Et nous allons faire le mois prochain, là il y a un numéro qui sort sur Coup de foudre, c'est le numéro de mai, et le numéro de juin qu'on commence à préparer sera consacré à Donne-moi tes yeux de Sacha Guitry. Précisons que pour ceux qui ne connaissent pas ce magazine pourtant ancestral, qu'il s'agit donc d'un focus sur un film, oui, absolument, sur lequel il y a l'intégralité du scénario, parfois retravaillé. Et même de toutes les versions, parce que dans Coup de foudre, il y a un nombre de versions différentes et d'alternatives absolument incroyables. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Jean-Philippe Guérand. Je rappelle votre livre, Jean Rochefort, Prince sans rire. C'est paru chez Robert Laffont, et j'aurais juste terminé par une anecdote que j'ai découverte qui m'a beaucoup fait rire et ému. Et puisque c'est un film qu'on n'a pas cité, c'est Tandem de Patrice Lecomte, et vous racontez à un moment qu'il s'est déguisé dans son personnage de Tandem avec ses cheveux lissés, gras, en animateur de radio un peu sur le retour, avec la même tenue, et qui s'est baladé dans une ville normande, je crois. Et dites-nous l'issue de tout ça. Il pensait faire son effet, et en fait, personne ne l'a reconnu. On dit « Bonjour Jean, vous allez bien ?» Et il s'était rendu compte qu'en fait, personne n'avait remarqué son attirail. Oui, c'est drôle, alors c'est un peu, je dirais, c'est un peu une vanité de comédien. Parce qu'effectivement, qui va reconnaître... Alors, on peut reconnaître un comédien quand dans un film, il a un accoutrement particulier. Là, honnêtement, dans Tandem, effectivement, on se dit, bah, c'est un vieux beau, ou alors c'est le type qui s'est... bon... Moi, je trouve que c'est un de ses plus beaux films, c'est un film merveilleux, oui. Tandem. Mais je trouve que si cette anecdote est apparue, si vous l'avez citée, moi je trouve que c'était une belle leçon d'humilité aussi. C'est que, si cite ça, c'est-à-dire qu'un acteur, ça reste un être humain, et que pour beaucoup de gens, ça reste quelqu'un qui est supposé aussi parfois être accessible, et on ne connaît pas tous les films des gens qu'on aime. Mais peut-être que si c'était déguisé en Don Quichotte, ça aurait mieux marché. Vous avez le mot de la fin. À bientôt, Jean-Philippe Guérand. À bientôt.